Bonjour. Aujourd'hui à l'émission Votre santé, je vous invite à nous suivre sur les terres de la coopérative de solidarité Gaïa de Pointe-aux-Outardes, alors que l'on découvre l'agriculture et l'alimentation biologique en région. Natacha Sénéchal, vous êtes présidente du conseil d'administration de Gaïa. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous impliquer au sein du CA. Mais en fait, Gaïa, c'est un super beau projet collectif. Dans le fond, de faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, c'est déjà ambitieux. Puis d'avoir la chance de participer à l'essor de cette entreprise-là, ça me motivait beaucoup. Puis j'aime beaucoup aussi les gens là, qui s'impliquent directement là-dessus. Et de façon plus personnelle, qu'est-ce qui fait en sorte que l'agriculture bio et l'alimentation bio vient vous toucher particulièrement? Bien, actuellement, on se situe dans un contexte de mondialisation. On a accès à des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde. Par contre, d'avoir accès à des produits qui sont faits localement sur la Côte-Nord, on a les produits de la coop, mais on a aussi les produits de nos membres producteurs. Alors ça, c'est intéressant d'avoir accès à des choses qui sont faites sainement puis d'ici. Alors ça... C'est un gros plus pour la région, puis je trouve ça le fun là, d'encourager cette cause-là. Mélodie Desrosiers, vous êtes fondatrice, mais aussi coordonnatrice de production de la coop Gaïa. En tout premier lieu, avant de parler de l'agriculture, de ce que vous faites particulièrement ici, j'aimerais qu'on parle de l'agriculture bio. Qu'est-ce que c'est en 2014 manger bio? En fait, je pense que c'est une nécessité manger bio. Ça devrait même plus être un choix aujourd'hui. Ça devrait être que les gens viennent à l'exiger que la production se fasse toute sur la régie bio. C'est sûr que nous, ici, on n'est pas certifié biologique, mais on s'entend qu'on applique toutes les techniques de la régie bio, les principes de la culture biologique. Puis je pense qu'en 2014, il devrait même plus y avoir d'autres alternatives. On devrait tous se tourner vers une agriculture biologique et puis que ça soit le mode de production adopté par tous. Natacha a parlé de la mondialisation. Fait que c'est vraiment d'arriver à... Parce que quand on est en qualité bio, on a confiance, dans le fond, que le produit a été fait dans le respect de la biologie du plant, de la biologie végétale ou animale, tout dépendant quand on est dans l'élevage, et aussi qu'il y a eu un respect de l'environnement qui s'est fait. Donc là, on parle d'agriculture qui est durable, qui est à long terme. Et puis je pense on est rendu avec tous les changements, l'état actuel, l'environnement qu'on connaît, le topo écologique. Je pense que ça devient maintenant un impératif. C'est sûr qu'on est au début de la saison, donc ces zucchinis-là viennent juste d'être plantés. Oui, c'est des buttes permanentes, donc on a fait notre design de jardin il y a 3 ans ici. Donc en fait, on monte la terre, on monte une butte. Puis dans notre cas, on a installé un goutte à goutte, on vient installer un paillis qui est dans notre cas des feuilles et du foin, qui va faire un peu le principe du compostage de surface. Puis on va venir planter dans ces buttes-là. Et là, ils sont circulaires comme ça pour venir fitter avec nos serres qui sont aussi circulaires. Parce que l'année passée, il y avait des tomates là-dedans. Et l'année prochaine, il va y avoir du cantaloupe parce que là, on va venir remettre la serre par-dessus. Donc on assure de faire une rotation comme ça. Puis l'année prochaine, il va y avoir une culture sous serre là-dessus. Et quand on dit bio, ça veut bien sûr dire de ne pas utiliser de pesticides, pas d'engrais toxiques exactement. Quels sont les critères justement pour dire qu'on est bio? En fait, oui, on peut utiliser des pesticides, mais on appelle ça des biopesticides, en fond, parce que oui, il y a des ravageurs que j'ai quelques années, j'ai fait vraiment l'agriculture sans utiliser des intrants, pesticides du tout. Et à un moment donné, il faut s'ajuster parce que si on n'utilise pas des biopesticides pour certaines choses, on va se ramasser avec des brocolis
pierrite du chou. Et puis le consommateur n'est pas habitué à ça. C'est pas toxique pour nous. Moi, je disais aux gens à la blague, j'aime mieux manger le verre que ce qui tue le verre. Mais il y a des biopesticides qu'on appelle, qui sont principalement des bactéries qui vont venir travailler, ou souvent tirées d'origine végétale, qui vont venir travailler contre là, les pestes ou les ravageurs, pour arriver à avoir un produit qui est quand même sain, qui est très comestible et qui souvent va cibler le ravageur et non toute la faune, si tu veux, environnante. Parce que quand on travaille de façon écologique, il y en a en fait des prédateurs qui sont là, qui sont dans notre milieu, qui vont être des prédateurs, des ravageurs. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir un équilibre qui se fait. Fait que en biologique aussi, c'est d'arriver à dire, bien, j'interviens pas trop, j'interviens quand il faut, puis je laisse un peu la nature et l'équilibre s'installer, là. On voyait aussi tantôt les feuilles. On voit qu'il y a une bonne provision en arrière. Ça, c'est le stock de feuilles. Oui. En fait, les feuilles sont gracieusement données apportées même ici par la régie qui nous apporte ça. Puis c'est des gens qui ont été porter leurs feuilles dans les conteneurs de la régie. Fait que là, c'est le fun à l'éco-centre. Je pense que ça peut être le fun de voir que les gens ils disent ben OK, j'ai raclé mes feuilles, je suis allée les porter à la régie, puis ça contribue, dans le fond, là, ça donne une seconde vie là, aux feuilles. Puis à côté, on voit là, un tas de cendre, qui est c'est une matière qu'on utilise comme fertilisant ici. En fait, la cendre, elle aussi, qui est fournie là, par la papetière. Donc, les autres, c'est des résidus qui vont venir brûler. Puis c'est tout du bois, finalement, là. Donc, c'est une cendre qui est assez propre. Fait que nous, on va épandre ça dans les champs, avant de les mettre en engrais vert. Ce qui est le fun avec les cendres, c'est que c'est un résidu ici. C'est quelque chose qu'on devrait s'en débarrasser. C'est comme un déchet que nous, on vient valoriser, encore un peu comme les feuilles, là, le principe là, de dire c'est une revalorisation qu'on fait. Puis, c'est ça, il y a beaucoup d'oligo-éléments. Donc, contrairement à la chaux, qu'on vient juste augmenter le calcium puis magnésium, tout dépendant de la chaux qu'on va utiliser, la cendre, elle a là énormément d'éléments. Donc, elle vient là, vraiment augmenter tous des oligo-éléments comme ici qu'on est déficitaire. Le fait de revaloriser des choses qui viennent de notre communauté, c'est ça aussi la permaculture, là, c'est d'arriver à avoir les intrants qui viennent de plus proche possible de notre environnement, puis de dire, OK, eux, ils ont ça, pour eux, c'est un déchet. Mais nous, on va arriver à trouver quelque chose avec ça, là. Il y a même un résidu, on est rendu avec une microbrasserie aussi dans la communauté. Il y a même un résidu de brassage qui pourrait être utilisé aussi, autant pour les éleveurs que pour nous faire du compost ou des choses comme ça. Fait qu'on est en train aussi de regarder ça, là, de voir avec la communauté là, qu'est-ce qui est disponible. Parce que les intrants coûtent cher à faire venir ici. Alors qu'on essaie de trouver là, ce qui est plus proche possible. Ouais. C'est du développement durable aussi. Hein, bien, tout à fait. De décider de faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, c'est quand même... il y a une part de défi, je dirais, assez grande quand même. Ici, on est à Pointe-aux-Stades. Donc, c'est quoi les plus grands défis en ce qui concerne votre terre ici pour pouvoir cultiver? La fertilité. C'est principalement la fertilité, puis après ça, on tombe aussi vraiment dans le climat. C'est dur, il fait froid très tôt et il va faire froid tôt et tard, en fait. C'est qu'on n'a pas les degrés jours nécessaires souvent à toutes les cultures. Il y a des cultures qu'on fera tout simplement pas. Et il y a des cultures qu'on va faire, mais sous couvert. Donc ici, on voit les étalages, les buttes de tomates. C'est sous serre, mais... c'est un tunnel. Un tunnel. C'est un tunnel, en fait. C'est comme une contrepartie entre les serres puis la culture en champ. Donc, c'est vraiment pas de la culture sous serre. Donc, c'est pas le même système de ventilation, c'est pas chauffé, c'est pas permanent. C'est vraiment des tunnels qu'on va pouvoir déplacer. On lève le système d'aération est tout simple qu'on lève la toile et on la descend. Puis même chose là, pour au niveau travailler pour la chaleur, on va le descendre là, plutôt en fait, très bientôt, ils vont être descendus dans 1 heure ou 2 pour emmagasiner la chaleur pour la nuit. On peut pas planter, comme ici, on plante aux alentours là, de tout ce qui est les curcupitacées, solanacées, qui sont beaucoup plus frileux, là, tomates, concombres, zucchini. On va attendre vraiment des planter à la mi-juin, pour vraiment là, avoir complètement, pour éviter le dernier gel. Et là, à partir du moment où tu les mets en sol, bien, il devrait déjà être tout planté. Donc, c'est vraiment, là, OK, les semaines de plantation, c'est un gros rush, parce qu'à partir du moment où ils peuvent être en sol, ils ont vraiment besoin d'être plantés pour qu'ils se déploient, puis qu'on réussisse à avoir un produit, parce qu'on n'a pas long. À partir du mois d'août, il faut être dans les récoltes, puis fin août, mi-septembre, c'est fini. Donc, on a vraiment la période de croissance pour les plantes est beaucoup plus petite ici. Chacun des champs est différent. Il y a
dans le fond, il y a des particularités, comme là, on se trouvait dans la zone des tunnels, puis des zucchinis. Tantôt, on était dans la zone des dômes, il y a les serres, puis il y a 2 champs qu'on appelle un petit peu plus conventionnels, là, parce que c'est pas des buttes qui sont permanentes. Mais ici, c'est vraiment un champ de buttes permanentes. Fait qu'ici, c'est vraiment des crucifères. Donc, crucifères, c'est toute la famille du chou. Brocoli, chou-fleur, chou-rave, kale. Non, bétacarde est dans les autres champs. Et qu'est-ce que vous cultivez ici et qu'est-ce qui est complètement impossible à cultiver parce qu'on est quand même sur la Côte-Nord? On cultive presque tout, en fait, parce que là, on fait les paniers pour les membres consommateurs famille. Donc, on va essayer d'aller chercher une diversité qui va être super intéressante pour le consommateur. Qu'est-ce qu'on fait pas? On fait pas de maïs, on fait pas d'aubergine, on fait pas de poivron. Principalement, c'est ce qu'on fait pas. Après ça, bon, on fait tous les légumes racines, tous les légumes feuilles. On fait vraiment une belle diversité. On va aller faire les tomates, les concombres en serre. Puis là, cette année, on fait des petits essais avec la cantaloupe. En tout cas, ouais. On va être plus exotique cette année. Oui. Pour un consommateur, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi l'avantage de manger bio, de choisir aussi, de faire ce choix-là de consommateur, de dire manger bio versus aller à l'épicerie et choisir des produits réguliers? Ben, en tout cas, c'est pas juste de manger bio, c'est de manger local surtout. Moi, j'encourage surtout les gens à dire, ben je fais un choix local. Puis oui, manger bio, parce que comme je vous expliquais tantôt, c'est vraiment tout l'impact que tu as sur... c'est un choix social que tu fais. Puis même, c'est un choix économique aussi que tu dis, ben moi, oui, ça va coûter plus cher. C'est sûr que si tu arrives à l'épicerie puis tu commences à regarder, à choisir ta tomate avec le prix, tu vas te ramasser avec une tomate qui vient du Mexique, qui est vraiment pas chère. Mais ils n'ont pas payé leur monde. Est-ce qu'ils ont respecté les sols? On ne sait pas non plus. En fait, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait. Quand on choisit local, bien, principalement, la plupart du temps, on connaît les producteurs. Et quand on choisit biologique, souvent, c'est qu'on ne connaît pas les producteurs, mais on veut être certifié que ça a été fait dans les règles de l'art. L'idéal, en tout cas, c'est ça, c'est d'avoir des producteurs locaux qui font l'agriculture biologique pour être sûr que vraiment, là, tout est respecté. Puis quand on achète du local, ne serait-ce que pour les légumes ou pour n'importe quoi d'autre, c'est de dire, OK, ben oui, dans ma communauté, j'encourage la production, puis je veux qu'on soit diversifié. Parce que l'agriculture ici, c'est super dur, mais on peut pas nécessairement vivre sans agriculture non plus. Fait que de dire, OK, moi, j'encourage ça. Oui, c'est un peu plus cher. J'aurai pas l'équivalent. Je vais en avoir à peu près moins pour mon argent que si je vais magasiner dans les supermarchés. Sauf que le produit, d'un, est de meilleure qualité, il est plus frais. Puis de deux, bien, j'ai fait un choix social en disant, ben oui, je crée, je participe à l'essor d'une entreprise de production de légumes et de fruits ici, là. C'est un choix de citoyen aussi, puis je dirais d'implication, parce que puisque vous avez choisi le modèle coopératif, il y a une implication qui est demandée de la part de la communauté et des membres. Parlez-nous un petit peu de justement, de quelle façon ils s'impliquent à la culture de la terre. En fait, on les encourage à venir s'impliquer. Ils peuvent venir s'impliquer des activités coopérantes qu'on fait. La dernière qu'on a eue, c'est la plantation des pommes de terre. Fait que là, ça, c'est super familial, c'est super festif. On fait des trous, on met les patates, puis les gens sont contents. Puis ils prennent aussi le temps de voir. Ce que j'aime dans les activités coopérantes qu'on a à peu près une fois par mois, c'est que les gens viennent et ils sont conscients de qu'est-ce que ça implique. Parce qu'on est souvent aliénés, on est souvent perdu le contact avec qu'est-ce que c'est s'alimenter, ne serait-ce qu'au niveau de la viande, au niveau végétal aussi. Fait que là, puis quand tu as participé à une plantation, quand tu as participé à du sarclage, quand tu as participé à une récolte, bien, la carotte, la tomate, la patate que tu tiens dans tes mains, elle a de la valeur. Là, il se passe vraiment... tu connais tout le processus qu'il y a à faire. Et c'est pas juste une tomate qui est là puis qui est pas assez belle ou qui est trop chère. L'engouement est tel que toutes les parts de récolte ont trouvé preneur cette saison à la Coop Gaïa. Je vous invite à vous y prendre un peu plus tôt l'an prochain si vous êtes intéressé. Toute l'information est disponible sur leur site Internet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à très bientôt.